mars 2013, un homme sorti promener son chien aux alentours de Peterborough, dans le Cambridgeshire, fait une macabre découverte. Au fond d'un fossé, il découvre le corps d'un homme sauvagement poignardé à mort. La police l'ignore encore à ce moment-là, mais un tueur en série est en liberté. Quand le tueur frappera-t-il encore? Il faut découvrir qui il est, et nous devons agir très vite. L'enquête mènera la police sur les traces d'une femme. Une personne violente, qui tue sans remords ni hésitation. Et pour le simple plaisir et la satisfaction que lui procurent ses actes. Elle est froide, impitoyable. C'est une sadique. Lors d'une tuerie de 12 jours, Joanne Dennehy assassine 3 hommes, laissant derrière elle une piste sanglante allant de l'Est à l'Ouest de la Grande-Bretagne. Elle n'est pas quelqu'un qui regrette ses actes. Elle n'éprouve pas non plus de sentiment de culpabilité. Elle fait ce dont elle a envie, sans se soucier des conséquences. C'est sans pitié que Joanne Dennehy est devenue l'une des tueuses les plus effrayantes au monde. En avril 2013, la police de Hereford arrête une fugitive et son amant et complice. Lors d'une tuerie de presque 2 semaines, Joanne Dennehy, 31 ans, a assassiné 3 hommes et poignardé 2 autres en plein jour, les laissant pour morts. Considérée comme l'une des criminelles les plus dangereuses de l'histoire, elle est désormais emprisonnée et restera dans une cellule jusqu'à la fin de ses jours. Le fait qu'elle ne reverra plus jamais la lumière du jour et n'arpentera plus les rues est un grand soulagement pour les familles des victimes. C'est tout à fait juste que cette femme finisse ses jours en prison. Les crimes de Joanne Dennehy restent incompréhensibles pour la population britannique. Au moment de son incarcération, l'écrivain et journaliste Christopher Beredy se penche sur cette affaire. Je voulais analyser le travail de la police et la vitesse à laquelle ils ont mis la main sur cette femme si dangereuse. Sa curiosité accrue pour les crimes de Dennehy attire l'attention de la tueuse elle-même. Et très vite, Christopher finit par entretenir une correspondance avec Joanne, déjà derrière les barreaux. Ces lettres étaient vraiment bien écrites, très éloquentes, une grammaire excellente, sans doute venant de quelqu'un ayant reçu une bonne éducation. Nous avons donc développé ce lien où je m'efforçais d'entrer dans sa tête. Mais en même temps, cette femme étant une manipulatrice, elle cherchait à entrer dans la mienne. Piqué au vif par sa curiosité, Christopher finit par rendre visite à Dennehy à la prison de Bronzefield en 2015. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Christopher, vous tuer me serait bénéfique ». Je me souviendrai toujours de ce regard glacial. Elle m'aurait tué sans aucun doute en un battement de cils si elle avait pu. L'histoire de cette tueuse de sang-froid commence il y a plus de 30 ans dans la ville pittoresque de St Albans, dans le Hertfordshire. Née en 1982, Joanne Dennehy a grandi dans un foyer aimant et équilibré. Peu auraient pu prédire que cette petite fille intelligente et souriante deviendrait un monstre de sadisme au penchant pour la violence. Tout porte à dire qu'elle a été élevée dans ce qu'on appellerait un environnement conventionnel des plus parfaits. Joanne Dennehy semble issue d'une famille on ne peut plus normale. Son enfance n'est pas marquée d'événements traumatiques. Sa mère, qui a eu 2 enfants, travaille dans un supermarché. Son père est agent de sécurité pour une entreprise de télécommunications. Et de l'extérieur, ils ont tout d'une famille normale. Elle a une sœur dont elle est très proche durant son enfance. Elle développe même un langage secret. Elle avait rejoint un club de sport à l'école. C'était une petite fille, brillante, sans histoire. Mais cette enfance idyllique s'étiole à l'adolescence. Elle commence à se droguer. Elle ne va plus en cours et se lie d'amitié avec un homme, John Trainor. Ses parents sont à bout. Ils ne savent plus quoi faire. Ils essaient de l'empêcher de sortir, de l'amener et la chercher à l'école. Ses professeurs tentent de la raisonner. Et plus ils chercheront à la contrôler, plus Joe les enverra sur les roses. Il ne faisait que jeter de l'huile sur le feu. Dennehy et Trainor finissent par s'enfuir tous les deux et se lancent dans une relation tumultueuse.
Malgré les accès de violence de Joan, le couple donne naissance à 2 enfants et s'installe plus tard dans le Cambridgeshire. Une bonne partie de cela provient du fait que Joan Dennehy consommait trop d'alcool et de drogue. Mais en même temps, elle sait que c'est discutable et elle sait que cela offre une excuse trop facile pour son comportement. L'alcool, la drogue ou autres peuvent désinhiber. Mais encore faut-il que ces consommateurs fassent preuve de certaines valeurs morales, ce qui n'est pas le cas de Joan Dennehy. C'est une femme très perturbée. Elle s'est fait beaucoup de mal. Elle se scarifiait, entre autres. Elle montrait donc des signes qui la rendaient inadaptée à la société. Avec le temps, le comportement irascible de Dennehy s'intensifie. Elle trompe Traynor et le laisse régulièrement seul avec leurs 2 enfants. Elle boit de plus en plus et, selon les témoignages, se met à se promener avec un couteau caché dans sa chaussure. Je dirais qu'il n'est pas improbable qu'elle ait toujours aimé faire du mal aux autres. C'est un peu comme si elle était une espèce de savant fou dont le monde serait le plus grand terrain d'expérimentation. C'est en 2009 que Traynor finit par quitter Dennehy et emmène leurs 2 enfants inquiets de ce qui pourrait se passer. Son entourage est tout aussi instable. Elle ne fréquente que les gens vivant dans une autre réalité. Ainsi, sans aucun frein, sans aucun filtre ni opposition, son état ne pouvait qu'empirer. Dennehy n'est pas étrangère au service de police. Elle fait des séjours réguliers en prison pour consommation de stupéfiants et écope de 12 mois de travaux d'intérêt général pour possession de chiens dangereux. En février 2012, elle passe 3 jours au sein de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Peterborough où on lui diagnostique un certain nombre de troubles mentaux. Les spécialistes ont fait plusieurs diagnostics. Comportement antisocial, troubles psychopathiques du comportement. Et ce sont des états, pas des maladies mentales. La différence est fondamentale. Les gens souffrant d'un trouble de la personnalité distinguent le bien du mal. Ils savent raisonner, ils savent parfaitement ce qu'ils font et décident de le faire en dépit de tout. Elle n'est pas quelqu'un qui regrette ses actes. Elle n'éprouve pas non plus de sentiment de culpabilité. Elle fait ce dont elle a envie, sans se soucier des conséquences. En 2013, Dennehy, alors âgée de 31 ans, s'installe dans un petit appartement de Byfield, quartier résidentiel de Peterborough. Mais le voisinage ignore tout de son passé trouble et de ses accès de violence. Michelle Bowles habite le quartier à cette époque. Elle était polie avec moi. Elle n'avait pas de paroles déplacées. On ne me disait pas de mal d'elle. Elle ne jurait jamais. En fait, elle était même gentille, vous savez. Je la respectais. Elle adorait les bébés. Elle était très douée avec les enfants. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Quand je la voyais, je lui disais bonjour, elle me répondait. Cependant, tout le voisinage ne partage pas l'avis de Michelle. Son ami, John Chapman, vivait dans le même bâtiment que Dennehy. Ce vétéran de la guerre des Malouines en avait vu d'autres. Je ne me rappelle plus dans quel régiment elle combattait. Je devrais, car il m'en parlait tout le temps. John souriait tout le temps. C'était un homme heureux, quelqu'un de sympathique. Mais John Chapman ne sourit pas en présence de Joan Dennehy. John était terrifié. Il est venu me voir plusieurs fois en me disant que cette femme qui avait emménagé était folle, qu'elle allait s'occuper de son cas un de ces jours. Et cette peur est justifiée. En quelques mois à peine, Joan Dennehy ne se contente plus de menaces et John Chapman est retrouvé mort. En ce début de l'année 2013, Joan Dennehy habite dans un logement social de Peterborough à la suite d'une rupture. Son ancien petit ami a préféré la quitter, inquiet de son comportement de plus en plus irrationnel et sadique. Le petit appartement qu'occupe désormais Dennehy est géré par Kevin Lee, installé à Peterborough avec sa femme Christina et leurs 2 enfants. Christina, qui a préféré garder l'anonymat, se souvient des rumeurs qui circulaient sur cette étrange nouvelle locataire. Son travail le stressait, l'aspect financier surtout. Ça devenait un vrai cauchemar. C'était de plus en plus ingérable. Kevin avait l'habitude de loger des gens dans le besoin. Il l'avait fait très longtemps et de toute évidence, il avait l'habitude d'accorder une deuxième chance aux gens. Ce qu'il a fait avec elle.
Mais la relation entre Lee et Deney évolue très rapidement. Lee décide d'engager Deney afin qu'elle collecte les loyers de l'immeuble. Vous vous doutez que je ne le savais pas à l'époque. Pour moi, ce n'était qu'une autre locataire. Mais il me disait d'elle que c'était une dure à cuire. Et il devait expulser certains locataires. Elle devait avoir l'air menaçante, ce qui devait bien arranger Kevin, car le syndicat était mécontent. Elle devait avoir une sorte de bagout, vous savez, parler fort et de façon menaçante. Et je me demande si à l'époque, il ne s'est pas dit qu'elle serait sa seule option pour s'occuper de ces personnes. Kevin Lee, 48 ans, se rapproche de plus en plus de Deney, au point de devenir son amant. En échange, Deney occupe désormais à titre gracieux au moins 2 appartements de Lee à Peterborough. Dans un ménage, on voit rapidement les changements d'attitude de quelqu'un, quand il n'est plus lui-même. Deney invente alors des histoires folles afin d'impressionner son nouvel amant et propriétaire. Elle ira même jusqu'à raconter que son père l'a violée et qu'elle a dû le tuer. Ce qui est complètement faux, ça n'est jamais arrivé. Son père ne l'a jamais touchée, elle ne l'a jamais assassinée. Mais elle mentait de façon pathologique. Kevin m'a raconté qu'elle avait passé 8 ans en prison, après avoir tué son père qui l'avait violée durant son enfance. C'était possible après tout, cette histoire. Mais quand Kevin m'a dit qu'elle avait aussi tué d'autres personnes sans se faire prendre, là, ça m'a semblé tiré par les cheveux. Je ne savais plus quoi penser. Est-ce que c'était vrai ou est-ce qu'elle ne faisait que raconter n'importe quoi? Et il ne faut pas longtemps à Joan Deney pour réaliser ses fantasmes meurtriers. Lukasz Labozewski, 31 ans, a quitté la Pologne pour s'installer au Royaume-Uni en 2005. Il rencontre Deney et commence à échanger des messages pendant plusieurs jours avec la jeune femme. Le 19 mars 2013, Slabozewski rend visite à Deney dans un des logements qu'elle occupe à Rolston Garth. Il n'en reviendra jamais. Elle a sans doute attiré cet homme en lui faisant miroiter une relation sexuelle. Mais c'est sans hésiter qu'elle l'a poignardé une fois à la poitrine, le frappant si fort qu'elle l'a tué presque sur le coup. Slabozewski se laisse prendre dans l'étreinte mortelle de Deney. Croyant être en couple avec elle, le jeune homme ne se méfie pas et se jette volontiers dans le piège qu'elle lui tend. Quiconque entre en contact avec Joan Deney se jette dans une toile d'araignée dont on ne se libère pas. Surtout les hommes. Elle les envoûte sans qu'on sache trop comment. Deney ne montre aucun respect pour la vie qu'elle vient d'ôter. Deney a mis le corps de ce pauvre garçon dans une poubelle avant de le montrer à une fille de 14 ans. Regarde comme je suis maligne. J'ai tué ce type dans la poubelle. Une solution temporaire. Deney sait qu'elle ne pourra laisser le corps de Slabozewski dans cette poubelle. Elle doit s'en débarrasser au plus vite, mais il lui faut de l'aide. Elle fait donc appel à un de ses amis, Gary Stretch, 47 ans, qui la lui apporte sans hésiter. Joan Deney est très intelligente et rusée et n'a aucun mal à obtenir ce qu'elle veut des personnes qui l'entourent. C'est ce qui la rend exceptionnellement dangereuse. En étudiant de plus près sa relation avec ses complices, je dirais qu'elle savait comment charmer ces hommes. Elle savait les embrigader, flatter leur ego. Cette jeune femme était prête à passer du temps avec eux. La vie de ces hommes n'avait rien de passionnant, et la perspective d'être impliquée dans les histoires de Joan devait les exciter. Du haut de ses 2,15 m, Gary Stretch contrasta avec la silhouette fine de Deney. Cambrioleur raté, Stretch est ensorcelé par les charmes malsains et fatals de la jeune femme. Gary Stretch et Joan Deney se sont rencontrés quand ils étaient en conditionnel pour divers crimes. Elle a vite compris qu'elle pouvait se servir de lui. Il faisait office de garde du corps, de molosse. C'est ainsi que fonctionnait leur duo, dans lequel Stretch, complètement subjugué, aurait fait n'importe quoi pour elle. Joan Deney n'éprouvait certainement rien à l'égard de ses complices. Ils lui étaient utiles à un moment donné et elle les écartait dès que cette utilité était passée. Avec l'aide de Stretch, Deney se débarrasse du corps de Lukasz Labozewski
dans un fossé à Sorneydyke, dans la campagne de Peterborough, à environ 15 km du centre-ville. Incapable de se contrôler, sa confiance et son désir de violence de plus en plus accrus, Deney frappe une nouvelle fois dans la même semaine. Elle jette son dévolu sur son voisin de Byfield, John Chapman, 56 ans, vétéran de la guerre des Malouines, qui, selon les témoignages, serait tombé sur Deney dans la salle d'eau commune de leur immeuble. Quand il parlait d'elle, il avait peur. Je le sentais à sa voix. On lui disait qu'il s'en faisait pour rien, qu'il devait laisser tomber et nous appeler s'il y avait la moindre histoire, qu'on viendrait l'aider et qu'il pourrait rester chez nous. Il nous a remerciés et on ne l'a plus jamais revu. Le 29 mars 2013, Deney s'en prend à John Chapman, désarmé. John Chapman était inoffensif, un homme gentil. Il devait dormir ou était peut-être engourdi par l'alcool quand Deney l'a tué. Elle l'a poignardé à la gorge une fois, sectionnant la carotide, puis 5 fois de suite dans la poitrine avec une violence telle qu'un de ses coups a brisé le sternum. Le cœur a également été percé. Une telle frénésie, c'est difficile à comprendre, mais c'est une preuve de ce que les scientifiques appellent l'escalade. Première victime, 1 coup de couteau, deuxième victime, 6 coups de couteau. C'était tellement triste de savoir qu'un homme sans défense s'était fait tuer. De savoir ce qu'elle lui a fait et comment, ça nous a brisé le cœur à tous. De plus en plus confiante, Deney se montre de plus en plus violente à chaque nouvelle victime. Ce qui est frappant dans le cas de Joanne Deney, c'est qu'elle se sert d'un couteau afin d'attaquer un homme costaud, ce qui rend l'acte très personnel et très proche. On ne parle pas du canon d'une arme à feu, qui est assez impersonnel, ni d'une arme contendante, encore moins d'étranglement. De fait, une femme n'est la plupart du temps pas assez forte pour étrangler un homme solide. Non, il s'agit d'une jeune femme qui poignarde quelqu'un à plusieurs reprises. Et pour cette seule raison, qui fait d'elle une tueuse assoiffée de sang, je ne saurais décrire à quel point elle est mauvaise. Elle fait partie de la pire espèce. On dit souvent que le poison est l'arme fétiche des femmes. On voit parfois d'autres moyens, oui. Mais un couteau, cela reste une méthode très masculine. Certains en sont même arrivés à dire que Deney cherchait à se sentir plus masculine, plus virile que les hommes de son entourage, car elle les voyait comme des faibles sans caractère qu'elle devait avoir à sa botte, s'octroyant ainsi un statut d'homme. Toutefois, Deney compense un rôle par un autre, celui de femme fatale, manipulant les hommes par ses charmes avant de changer de personnalité sans crier gare. Il est assez facile de faire ressortir les aspects masculins de Joanne Deney, car ce sont les plus évidents. Ses agressions, cette violence, ainsi que le côté extrêmement brutal de ses meurtres. Pourtant, je ne pense pas qu'elle se comporte ainsi en permanence. Cela ne l'aiderait évidemment pas toujours. Elle savait se montrer plus féminine et discrète. En quelque sorte, elle sait adapter sa personnalité, et cela rend une analyse de son cas très compliquée. Après le meurtre de John Chapman, Deney n'hésite pas à continuer son massacre. Le jour même, elle frappe de nouveau et scelle son sort. Plus tard dans la journée, elle attire chez elle Kevin Lee, son patron et amant, propriétaire de l'immeuble. Cette fois, Deney n'est pas d'humeur à folâtrer. Il lui faut une nouvelle victime afin d'assouvir sa soif de sang. Ce 29 mars 2013, Kevin Lee ne sortira pas de chez elle vivant. Joanne Deney est au cœur d'un vrai massacre. Après avoir ôté la vie à Lukas Labozewski, immigrant polonais de 31 ans, 10 jours plus tôt, Deney a assassiné John Chapman, 56 ans, et s'est trouvé une nouvelle proie en la personne de Kevin Lee, son propriétaire. Joanne était sa maîtresse.
Christina, la femme de Kevin, est la première à remarquer que quelque chose ne tourne pas rond lorsque son mari ne rentre pas à la maison ce soir de mars. Il n'était pas du genre à traîner après son travail. Il rentrait pour le thé, se mettait en pyjama. C'était son petit côté traditionnel et pantouflard. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint, ce qui est déjà bizarre. Il ne l'éteignait jamais. C'était sa vie, il en avait besoin pour le travail. Et je savais qu'il avait de la batterie. Kevin s'est senti menacé par Denny quelques jours auparavant, mais il met cela sur le coup de la provocation. Kevin m'avait bien dit qu'elle avait avoué vouloir tuer à nouveau. On aurait dû s'en inquiéter à ce moment-là, parce que c'était plus que de la vantardise pour tous ces meurtres précédents. Elle lui disait clairement qu'elle voulait recommencer. Vous savez, ça perturberait n'importe qui. Vrai ou faux, personne de normal ne dirait ça. Les heures passent. Christina, de plus en plus inquiète, tente de retrouver Kevin avec l'aide de son collègue, Paul Creed. J'ai demandé à Paul de consulter les archives téléphoniques de Kevin. Il me les a fournies et j'ai repéré un numéro qui apparaissait tout le temps sur les relevés. J'ai ensuite demandé à Paul quelle maison était à ce moment-là inoccupée pour travaux. Alors il a fait une liste et j'ai commencé à faire le tour de ces maisons sans attendre. Je savais que Kevin avait des ennuis à ce moment-là, en quelque sorte. Je savais que quelque chose clochait, que Kevin ne rentrerait pas. Christina se lance dans une traque hâtive, inconsciente qu'il est déjà trop tard. Denny a déjà frappé. Elle a poignardé Kevin Lee à mort dans la même maison de Rolston Gars où elle a tué Lucas Labozavsky 10 jours plus tôt. Lee est la troisième victime de Denny. Je ne décrirais pas Joanne Dennehy comme une tueuse en série, mais plutôt comme une tueuse frénétique, car elle ne semble pas avoir montré le signe d'être retournée à un semblant de vie normale au cours de sa tuerie. Cela ressemble plus à une chaîne continue d'événements. Ce dont on ne doute pas, c'est que ces trois premières victimes constituaient le prélude de ce qu'elle espérait changer en une tuerie bien plus conséquente. Denny, toujours aidé par Gary Stretch et cette fois-ci par Leslie Layton, abandonne les corps de John Chapman et Kevin Lee aux abords de la ville. Chapman sera déposé à Thorndyke, au même endroit où le corps de Lucas Labozavsky a été abandonné 10 jours plus tôt. Le corps de Lee est laissé 15 km plus au nord, à Newborough. Denny a habillé Lee en femme et l'a placé dans une position grotesque et humiliante, les fesses dénudées. Selon moi, Joanne Dennehy se démarquait des autres en humiliant ainsi ses victimes. Cela faisait partie d'un mode opératoire. Et c'est une preuve du plaisir émotionnel résultant du meurtre en lui-même plutôt que d'un meurtre lié à une raison précise. Ignorant tout du sort de son mari, Christina Lee est de plus en plus inquiète pour lui. J'ai appelé la police. Puis avec Paul, nous sommes retournés voir une des maisons. J'avais remarqué que la lumière était éteinte, mais quand nous sommes repassés devant, il y avait de la lumière. Il y avait bel et bien quelqu'un, c'était sûr. J'ai expliqué à la police que j'étais vraiment inquiète avant de les autoriser à pénétrer dans cette maison, ce qu'ils ont fait. Même s'ils ne découvrent aucun signe de violence à l'intérieur de la maison de Rolston Gars, ils pensent très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Ils disaient avoir senti une très forte odeur de javel, qu'ils avaient vu des traces de sang au sol. Alors j'y suis immédiatement. Et Christina reçoit très vite des nouvelles de son mari. Le lendemain, le 30 mars 2013, la police reçoit un appel depuis une zone agricole de Newborough. Un homme qui promenait son chien a fait une découverte horrible. C'est comme à la télé. Quelqu'un a toqué à la porte et 2 enquêteurs sont entrés. Ils n'avaient pas encore pu identifier le corps à ce moment-là. Mais le fait qu'il m'ait dit avoir retrouvé un corps qui, vous savez, je m'y attendais.
Je savais déjà ce qu'il devait m'apprendre. On ne ressent rien. Parce qu'on le sait déjà. Et c'est un sentiment encore inconnu. Alors en vérité, quand certains se disent qu'il ferait ci, qu'il ferait ça, moi je ne sais pas. Tout était flou. On est simplement vivant. Enfin non, c'est plutôt qu'on existe. La police commence à tracer le portrait d'un tueur en fuite bien déterminé à semer le mal sur son chemin. Quand le tueur frappera-t-il encore? Il faut découvrir qui il est et nous devons agir très vite. Les enquêteurs ne tardent pas à retrouver la voiture brûlée de Kevin Lee. Christina leur a donné le numéro de téléphone de Deney et grâce à cela, ils trouvent un indice majeur. Ils ont sans doute essayé de l'appeler eux aussi. Et grâce à leur technologie ou autre, ils ont réussi à la localiser. L'endroit où ils ont retrouvé la voiture brûlée de Kevin était l'endroit où ils ont retrouvé son téléphone. C'était donc évident qu'elle était passée par là, elle aussi. Ils ont compris qu'ils connaissaient une femme du nom de Joanne Dennehy, qu'elle était sa maîtresse. La piste les a ensuite menés à Leslie Layton, qu'ils ont interrogé. Il a cherché à leur faire croire qu'il ne savait rien de cette histoire, ce qui était tout à fait faux. Comme il était faible mentalement, il a très vite cédé et a avoué que Dennehy et Stretch étaient en cavale, qu'ils étaient partis vers l'est, mais qu'ils reviendraient sans doute à l'ouest. Alors la police a réagi très vite en lançant une alerte à l'échelle nationale stipulant qu'il fallait retrouver ces deux-là le plus vite possible. Dennehy et Stretch sont désormais recherchés. L'information stimule la jeune femme qui s'extasie d'être en cavale. Cette notoriété lui plaisait vraiment. Elle se délectait du fait que les hommes puissent la craindre. Au cours de leur fuite face aux autorités, Deney et Stretch se dirigent tout d'abord vers Norfolk, où ils cambriolent une maison. Par la suite, ils décident de traverser le pays en direction de Hereford, où ils prévoient de vendre leur larcin pour financer leur fuite. Je déteste dire ça, mais Dennehy et Stretch sont alors devenus une sorte d'archétype de Bonnie and Clyde. Avec leur visage dans tous les journaux, ils étaient des ennemis publics. Après avoir cambriolé une autre résidence à Hertfordshire, le duo s'arrête à 30 km de Hereford pour retrouver un homme appelé Mark Lloyd, qui les rejoint alors dans leur fuite. Ils demandent à un complice ou à un ami d'aller revendre les biens volés à Hereford, et c'est à ce moment que Dennehy ressent de nouveau cette envie de tuer. Cela fait 4 jours depuis les meurtres de John Chapman et Kevin Lee. Le 2 avril 2013, en compagnie de Mark Lloyd, Dennehy entre dans une épicerie de Hereford à 15h30. D'après ces images de vidéosurveillance, elle semble menacer l'hôtesse de caisse. Seulement 10 minutes plus tard, Dennehy, lors d'une attaque complètement arbitraire, tente d'assassiner un 4e homme. Elle agit sous le coup de la colère et de sa soif de sang. Elle a bu un quart de bouteille de whisky et a beaucoup fumé quand tout à coup, elle voit cet homme qui promène son chien dans la rue. Et elle dit à Stretch, « Arrête-toi, gare-toi, je veux le tuer. » Un couteau à la main, Dennehy bondit hors de la voiture et court après l'homme pour le poignarder dans le dos. La malheureuse victime de Dennehy s'appelle Robin Bereza, pompier retraité de 63 ans. Ses intentions sont très claires. Je vais te tuer, a-t-elle dit au pompier. Tu vas souffrir, je vais te tuer. Elle lui plante ce couteau à cran d'arrêt, dans le dos, encore, et encore, et encore. L'homme croit alors avoir été simplement frappé. Mais quand il se retourne, il constate qu'elle est couverte de son propre sang. Il s'effondre, alors elle s'éloigne tranquillement, remonte dans sa voiture et dit à Stretch, trouvons-en un autre. Sur le siège arrière, Dennehy prend le temps de faire un selfie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle n'a pas terminé. L'ivresse s'empare d'elle et elle se met en chasse de sa prochaine victime. 10 minutes plus tard, elle repère un autre homme en train de promener son chien et la scène se renouvelle. Elle descend de la voiture, Stretch s'est garé, elle descend avec ce couteau, s'approche de l'inconnu, puis le poignarde, encore, et encore, et encore. Imaginez-vous le choc. Cet homme n'a probablement même pas compris ce qui se passait. Elle lèche le sang de cet inconnu sur la lame.
Il est pris de vertige avant de s'effondrer, tandis qu'elle prend le chien et retourne à la voiture comme si de rien n'était. Une autre voiture passe alors et elle salue les passagers. Une fois bien installée, elle dit à Stretch de redémarrer. Cette deuxième victime impuissante se nomme John Rogers, un résident de Hereford âgé de 56 ans. Dennehy lui assènera plus de 30 coups de couteau. Un acte aussi effrayant que spontané, complètement dénué de raison. C'est l'expression d'une brutalité, d'un vice, de ce manque total de contrôle qui rend Dennehy si particulière. Elle devient cette figure effrayante qui agit de la façon la plus violente, la plus obscène et la plus inimaginable qui soit. En analysant les deux tentatives de meurtre à la fin de la tuerie, ce n'est plus la même chose. On parle d'inconnus et non plus d'hommes qu'elle connaît. C'est une manière pour elle d'augmenter la mise car elle s'ennuie. Les psychopathes ont cette tendance à l'ennui. Ils éprouvent un besoin de stimulation. Elle appliquait donc cela, même à ses meurtres. Étonnamment, les deux hommes survivront aux attaques. Bien que grièvement blessés, ils parviennent à décrire Dennehy à la police sans problème, ainsi que son tatouage en forme d'étoile sur la joue. Suite à cela, les sirènes se sont mises à hurler, les gyrophares illuminaient Hereford tout entière, c'était la panique, comme si on venait de briser un nid de guêpes. Les forces de l'ordre ont eu vent des attaques et sont bien décidées à mettre un terme à ce massacre. Ils coincent Dennehy et Stretch sur Newton Close à Hereford. Deux agents arrivent et repèrent cette voiture dans laquelle Dennehy est assise à l'arrière en train de parler au chien, tandis que Gary Stretch tente de refourguer leur butin à un de ses associés devant chez lui. Les policiers arrêtent Dennehy sans attendre. Gary Stretch et son ami, eux, tentent de se sauver. Ils sautent dans un autre véhicule pour échapper aux autorités. Une sorte de course-poursuite a lieu sur une trentaine de kilomètres lorsque Stretch décide de se garer et de s'enfuir en courant. Mais voyez-vous, Monsieur Stretch n'est pas un monstre de vélocité. Il n'est pas en forme et se fait vite rattraper. Alors il se tourne et dit à la police « Ah, vous m'avez eu. Joe et moi aurions été les nouveaux Bonnie and Clyde. » Les images de la garde à vue de Dennehy à Hereford, 40 minutes à peine après avoir poignardé les deux hommes laissés pour morts, la dévoilent en train de rire et de blaguer avec les officiers de police. Quelles sont les charges? Meurtre et tentative de meurtre? Meurtre et tentative de meurtre? Mais c'est rien, ça. C'est aussi simple que mettre un rôti au four. Facile. Joan Dennehy est un vrai caméléon. Elle est devenue une actrice accomplie et jouera devant n'importe quel public si on lui en donne un. Elle peut paraître charmante, avoir l'air éduquée et cultivée, mais en même temps, selon le public, elle sait avoir l'air plus sauvage, plus brute. Et donc, elle fait preuve d'une certaine maîtrise quand il s'agit de s'adapter aux gens qu'elle va avoir en face d'elle. Le lendemain, le 3 avril 2013, les corps des deux autres victimes de Dennehy sont retrouvés aux abords de Peterborough. C'est dans un fossé sur les terres agricoles de Sornedike que les enquêteurs découvrent les corps de Lucas Labozewski, 31 ans, et de John Chapman, 56 ans, un ami proche de Michelle Bowles. On ne s'est inquiété que lorsqu'on a remarqué sa disparition. Personne ne savait où il était. Et tout à coup, la police était derrière la maison. On est sortis. On priait pour que ce ne soit pas John, pour qu'il soit toujours vivant. Et si on avait su ce qu'il voulait dire, ce qu'elle allait lui faire à l'époque, on aurait invité John à venir vivre chez nous quelque temps. Mais comment on aurait pu deviner qu'elle était une tueuse en série? Retirer la vie à John, à Lucas et à Kevin. Pourquoi? L'audition judiciaire provisoire de Joan Dennehy a lieu le 18 novembre. Ce n'est pas évident de saisir la distance impressionnante qui sépare cette enfance dans une famille sans histoire de ce fossé à Peterborough où on jette les corps d'hommes qu'on vient de poignarder à mort. C'est un chemin très long, très dangereux et très destructeur. Mais elle l'a arpenté et en a tiré du plaisir.
Lors de son audience au Old Bailey, Dennehy n'affiche aucun remords. Elle rit pendant l'énonciation des faits et surprend ses avocats en préférant plaider coupable. Le fait que Joanne Dennehy ait avoué les meurtres de ces 3 hommes, les privant ainsi de funérailles légales, a pris de surprise le tribunal tout entier, y compris son avocat qui a déclaré que la procédure ne s'est pas passée comme prévu. Le juge, dans le doute, a demandé à Joanne Dennehy de répéter. Ce à quoi elle a répondu « Je plaide coupable, tout simplement ». Karim Khalil, avocat de Gary Stretch, se souvient du choc qu'a causé ce plaidoyer inattendu dans le tribunal. Tout le monde a été surpris, je pense, sauf le juge, qui semblait satisfait. Son avocat a demandé à s'entretenir en privé avec elle afin de vérifier ses propos. Puis il est revenu afin de confirmer que sa cliente reconnaissait l'ensemble des faits et qu'elle souhaitait plaider coupable. Nombre de tueurs en série que j'ai pu rencontrer sont de toute évidence coupables. Mais ils cherchent à se cacher derrière un système judiciaire. Ils s'en servent comme bouclier, comme défense, afin de limiter leurs actes. Je ne voulais tuer personne, j'avais un problème d'alcool, j'étais drogué. Je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Je suis innocent. Joanne Dennehy est différente. Elle a adoré ça. Christina, la veuve de Kevin Lee, n'a pas trouvé la force de faire face à la femme qui a entraîné son mari dans ce monde sordide et a brisé sa famille. J'étais présente au procès, mais je ne suis pas entrée dans la salle d'audience. Je ne voulais surtout pas que cette chose connaisse mon visage. Je me disais qu'elle ne le méritait pas, et donc que je ne lui ferais pas ce plaisir. Elle était présomptueuse, ridicule, et si prévisible que je la trouvais répugnante. C'est pourquoi j'ai refusé de mettre les pieds dans cette salle. Pendant le procès, Gary Stretch, complice de Dennehy, se défend en disant avoir été manipulé au cours de la tuerie. La défense de Gary Stretch reposait sur le fait qu'il ignorait qu'elle allait s'en prendre à toutes les personnes qu'elle a tuées, tout en reconnaissant n'avoir appris les meurtres qu'après les événements. Bien sûr, le problème avec cette version résidait dans le fait qu'il l'avait sciemment aidé à dissimuler les corps au moment où il avait découvert la vérité. Selon moi, il est hautement improbable que Dennehy ait vraiment eu besoin de manipuler Gary Stretch. Joanne Dennehy occupait la place du conducteur dans cette affaire, pendant les meurtres qu'elle a commis. Et les hommes, eux, ne jouaient que des seconds rôles. C'était elle qui occupait le devant de la scène. Et le fait qu'elle ait agi de son propre chef, le fait que personne ne l'y ait forcé, la rend plutôt unique en son genre. Dans un dernier acte de bravade, Dennehy refuse de laisser le système judiciaire décider de son sort. Elle se lève afin d'expliquer au juge ce qu'elle ressent alors. Je ne veux laisser personne me contrôler. Je ne me laisserai contrôler ni par mes avocats, ni par la police, ni par qui que ce soit d'autre. Voilà ce qu'elle déclare au juge. Allez vous faire voir, en gros. Allez vous faire voir, votre honneur. Le 28 février 2014, le juge Spencer condamne Joanne Dennehy à la prison à perpétuité, faisant ainsi d'elle la première femme britannique de l'histoire à écoper d'une peine maximale lors de son procès. Dennehy est transférée sur le champ à la prison de Bronzefield, dont elle ne sortira jamais. Quant à ses complices, ils seront condamnés eux aussi. Leslie Layton, qui a aidé à dissimuler les corps, purge une peine de 14 ans de prison. Et Gary Stretch a été condamné à une double peine à perpétuité. Un bien maigre soulagement aux yeux de Michelle Bowles. Ce sont les familles des victimes qui souffrent de cette sentence. Kevin ne verra jamais grandir ses enfants. Lucas n'en aura même pas. Et John, on ne le verra plus jamais, ni aucun d'entre eux. Il n'avait rien fait de mal. C'était un des hommes les plus gentils et honnêtes qu'on puisse rencontrer, sincèrement. Il avait le cœur sur la main. Il faudra des années à Christina Lee et sa famille pour reprendre le cours de leur vie après que Dennehy leur a sauvagement enlevé Kevin. De mon point de vue, ça fait réfléchir à la peine de mort. Mais je pense que c'est encore trop facile pour quelqu'un comme ça.
Franchement, qu'ils pourrissent ou qu'ils soient, rien de plus. Donc oui, je m'y attendais. Je trouve ça tellement ignoble de la part de cette chose, parce que je n'arrive pas à en parler comme d'une femme. Est-ce qu'elle a eu ce qu'elle méritait? Non, pas du tout. C'est pas le cas du tout. Elle se trouve simplement là où elle doit se trouver. C'est juste que tout a changé. Nous formions une famille unie et sans histoire, et tout s'est écroulé d'un seul coup. Il riait tout le temps. J'avais jamais vu de personne plus optimiste que lui. Il ne se plaignait jamais, il n'était jamais négatif. Chaque problème trouvait sa solution. On riait beaucoup. Oui, nous avions vraiment une vie agréable. Joan Dennehy a pourtant refusé de disparaître discrètement. Même en prison, elle ne s'est pas assagie. Le jour où Joan Dennehy est condamnée à la prison, elle affiche un comportement de plus en plus antisocial. Elle tente de s'évader par 2 fois. Elle a même essayé de trancher le doigt d'un gardien afin de l'utiliser sur les verrous électroniques du bâtiment. L'absence totale de regret de Dennehy concernant ses actes dépasse l'entendement général comparé au comportement habituel des femmes criminelles. Le cas de Joan Dennehy est particulier dans le sens où la plupart des meurtrières notoires de ce pays ont toujours été associées à des hommes. Que ce soit Myra Hindley ou Ian Brady, ou encore Rose West et son époux Fred, Dennehy, elle, agissait plus ou moins seule, même si elle a eu recours à des hommes pour dissimuler les corps. Mais son mobile était bel et bien personnel. La raison pour laquelle nous sommes si fascinés et en même temps choqués par les tueuses en série vient de nos attentes traditionnelles des femmes dans la société. On les considère comme aimantes, comme des mères qui donnent la vie et pas qui y mettent fin. Si Dennehy a tant marqué la population, c'est parce qu'elle était une jeune femme. Une jeune femme qui semblait contredire tout ce qu'on espère voir chez une femme en général. Et d'une façon si cavalière et brutale qu'elle s'est elle-même mise à part de la gente féminine. Désormais, elle croupit en prison et elle y finira ses jours. Mais Joan Dennehy continuera ses manipulations. Elle manipulera le système, elle en trouvera les failles. Et si elle en a l'opportunité, elle tuera de nouveau. Comprendre l'appétit insatiable de violence de Joan Dennehy reste difficile. Motivée par cette soif de sang et sa perversion, elle a manipulé son entourage tandis qu'elle assassinait brutalement 3 hommes et essayait d'en tuer 2 autres en pleine rue. L'endroit le plus sûr pour des individus dangereux tels que Joan Dennehy reste une cellule où elle passera le reste de ses jours.